La première fois qu'on le voit, on se dit qu'il est très grand et on est très impressionné. Vu nos performances techniques, nous sommes probablement l'un des navires les plus modernes du monde. C'est un bateau unique en son genre. Ce navire a une âme. Petit à petit, on s'y attache. De l'instant où tu commences à le connaître, ce bateau, eh bien, tu l'aimes. Voici l'histoire de 3 bateaux exceptionnels. Ils naviguent aux 4 coins des océans pour accomplir des missions surprenantes. Nous allons vous raconter la vie de ces équipages qui travaillent à bord de ces monstres d'acier et mènent une existence hors norme. Au large de l'Égypte, nous embarquerons sur le Geo-Challenger, surnommé l'échographe des mers. Ce bateau est un véritable laboratoire flottant qui permet de détecter la présence de gaz et de pétrole dans les fonds marins. Puis nous nous envolerons vers la presqu'île de Manhattan, où le plus gros câblier du monde, un navire français, le Skagerrak, s'apprête à enfouir 19 km de câbles d'énergie dans les fonds marins du détroit de Long Island. Mais ce voyage commence sur la côte ouest de l'Écosse. Il est 7 heures du matin et il est grand temps pour Callum McCauley d'embrasser ses triplés et de mettre les voiles. OK, bye bye. Bye. Bye bye. Bye. En général, j'embarque pour une période de 28 jours. C'est vrai, on se balade pas mal dans mon boulot. Et puis les phares, vous savez, certaines personnes n'en approcheront jamais de toute leur vie. Eh bien nous, on a la chance de se poser dessus en hélicoptère. Callum est Bosco, autrement dit maître d'équipage à bord du Pharos, le phare en grec. Unique en son genre, cette puissante unité aux allures de remorqueur est le navire amiral des phares et balises écossais. Basé dans le port d'Oban, il est spécialisé dans la maintenance de tout ce qui concerne la navigation dans cette zone particulièrement inhospitalière du littoral. La sentinelle de la mer des Hébrides met le cap au sud. À plus de 14 nœuds, le navire fend littéralement la houle. Le Pharos a été construit il y a quelques mois en Pologne, mais déjà, Ian, le chef des machines, ne compte plus les 1000 parcourus. Sur ce bateau, nous avons 2 hélices à l'arrière, un peu comme 2 gros moteurs hors-bord qui peuvent tourner sur 360 degrés. À l'avant, nous avons en plus 2 hélices transversales qui empêchent le Pharos de bouger de part et d'autre. Le bateau peut garder la même position car ces hélices compensent et le mouvement de la houle et la force du vent. Très pratique lorsque l'on travaille sur les bouées ou lors de toute autre mission en mer. Quand j'ai été en Pologne l'an dernier pour les essais en mer, je n'avais jamais vu le Pharos. Sur le port, on a rejoint la pilotine qui nous a transportés sur le bateau. Et je peux vous dire que lorsque vous le voyez pour la première fois, vous vous dites qu'il est énorme comparé aux autres bateaux qu'on a connus. La première fois qu'on le voit, on se dit qu'il est très grand et on est très impressionné. Nous quittons le Pharos et la mer fougueuse d'Écosse pour le nord de l'Égypte, où nous attend un autre genre d'équipage sur un navire ultramoderne. Adieu le port d'Alexandrie, nous partons à la recherche de ce bateau qui ne s'arrête jamais ou presque.
À bord de l'hélicoptère qui transporte une partie de l'équipage du Geo Challenger, l'un des responsables de cette usine flottante, Bruno Devers. L'équipage sont en train de... ils arrivent sur le bateau, comme tu dis, ils ont besoin de... Enfin, c'est le premier pas, c'est le début du boulot, c'est un autre état d'esprit, on est en train de couper avec les vacances, avec le monde à côté, et on va se concentrer sur l'arrivée à bord, le handover, c'est la suite avec les équipes déjà en place pour prendre la mission en main et puis commencer le RIP où ils vont savoir d'ailleurs dans quelques minutes s'ils sont en quart de nuit ou de jour, ce qui va quand même rythmer leur vie pendant 5 semaines. Et au bout de ça, donc ça va être le début, puis ils vont reprendre leur boulot habituel, reprendre leur main. Bientôt, nous apercevons de longues traînées blanches dans le sillage d'un navire. Tel un chalutier géant, le Geo Challenger tracte une douzaine de câbles bourrés de technologie. On le surnomme l'échographe des mers. Le travail d'un navire sismique consiste à enregistrer une onde sonore, propagée par une multitude de canons à air comprimé. Les échos de ces explosions sous-marines sont ensuite captés par de minuscules micros, intégrés dans des câbles longs de plusieurs kilomètres. Toutes ces données, récupérées en mer, sont ensuite traitées sur le bateau. Nous pouvons rester en mer pendant très longtemps. On pourrait comparer ce bateau à un sous-marin nucléaire qui resterait sous l'eau pendant 3 mois. Nous naviguons pendant 18 mois. Alors je dirais que d'un point de vue opérationnel et vu nos performances techniques, nous sommes probablement l'un des navires les plus modernes du monde. C'est un bateau unique en son genre. Sur la droite, le Geo Challenger, on vient juste de l'approcher. Le pilote a fait sa manœuvre d'approche, on va venir se poser sur la plateforme. Plusieurs fois par an, Bruno Devers quitte les bureaux parisiens de la Compagnie Générale de Géophysique et se rend à bord du Geo Challenger, histoire de prendre des nouvelles des opérations en cours. Hello, Captain. How are you? Fine, thank you. Nice to meet you. Les commanditaires de cette nouvelle exploration sismique, les pétroliers, sont persuadés qu'il y a de l'or noir quelque part au large d'Alexandrie. À partir de cet instant, toute information concernant la zone de navigation du Geo Challenger est strictement confidentielle. On est en train de travailler surtout sur cette zone-là qu'on va donc travailler. En fait, on va labourer le champ pour faire une échographie complète de cette zone. On donne ces résultats à la compagnie pétrolière qui, elle, avec ses géologues et géophysiciens, verra et orientera ses forages au vu de la recherche. Nous, en ce qui nous concerne, notre priorité est effectivement la qualité des données qui sont délivrées au client, qui lui permettra d'avoir l'image la plus fine et la plus précise des sous-sols et donc de prendre ses décisions de forage ou non suivant la zone. Pour mieux comprendre la mission de ce navire hors norme, direction l'arrière du Geo Challenger en compagnie du patron des opérations sismiques à bord. La théorie sismique est assez facile à comprendre. Si votre femme ou votre petite amie est enceinte, elle ira certainement chez le médecin pour effectuer des échographies de son ventre. Et vous pourrez ainsi voir l'enfant. Ici, c'est pareil, sauf que c'est beaucoup plus puissant. Le bébé est juste dans le ventre de sa mère. Eh bien nous, on regarde à plus de 20 km de profondeur, dans le sous-sol marin. On essaye en fait de localiser le pétrole et le gaz afin que nous puissions conduire nos voitures sur les Champs-Élysées, par exemple. Une fois les données récupérées,
Elles sont traitées par un petit groupe d'ingénieurs afin de fournir une image parfaite du sous-sol. Dans certains cas, elles révèlent pour qui sait les lire des informations précieuses sur la nature des fonds marins. Alors que le Geo-Challenger laboure la Méditerranée, nous prenons la direction du sud de la Norvège où se trouve une incroyable usine. Nous avons rendez-vous avec Patrick Barth, au fond du fjord d'Alden, le port d'attache du câblier Skagerrak. Les câbleurs, ils ne peuvent pas s'empêcher de toucher les câbles. C'est quand même terrible. Même quand il y a du goudron. Mais c'est pas grave. C'est des belles bêtes, tout ça. Cette usine de fabrication de câbles sous-marins ressemble étrangement à un vaste atelier de tissage. L'âme du câble, ses fils de cuivre, s'entrelacent avant d'être recouverts de plastique, de goudrons et de cordes. Le tout formant une épaisse armure censée protéger le câble de toute agression sous-marine. Il est quasiment impossible d'aller réparer un câble au fond de la mer ou de faire une jonction au fond de la mer. Donc on fabrique le câble en une seule longueur. Ça veut dire, pour le câble qui nous intéresse, qu'on va poser à New York, il y a eu 3 câbles, parce qu'il y aura 3 câbles posés l'un à côté de l'autre, et chacun de ces câbles fait un peu plus de 19 km de long. C'est une longueur moyenne pour une usine comme celle-là. Sachez que récemment, et l'année dernière, nous avons fait un câble de 156 km de long. Donc faire un câble en une seule longueur, sans aucun défaut, est très certainement la difficulté la plus importante. Une fois stocké dans l'usine, il faut plus d'une semaine avant que ce long serpent noir s'enroule autour de la table tournante placée sur le pont central du Skagerrak. Ce câblier est le seul à pouvoir embarquer une cinquantaine de kilomètres de câbles sous-marins. Au total, le Skagerrak supporte 7000 tonnes de câbles. Ainsi lesté, le navire mettra plus d'1 mois pour traverser l'océan Atlantique et rejoindre la côte est des États-Unis. Retour sur le Pharos, en Écosse, une région maritime où l'on compte près de 200 phares. Plus aucun gardien ne veille à l'entretien de ces édifices rongés par la houle et les vents violents. Avec un trafic maritime croissant, il y a de plus en plus de bouées et de balises sur la mer. Autant d'engins ultra perfectionnés qu'il faut sans cesse réparer ou remplacer. Le Pharos est un peu comme un atelier flottant. À bord, ils sont une trentaine, mécanos, soudeurs, grutiers. Les marins se relaient toutes les 5 semaines. Sur le pont, c'est Callum qui veille au bon déroulement des opérations. L'état de nos bouées dépend vraiment de l'endroit où elles se trouvent. Cela se joue en fonction de la marée et de la météo. Certaines roulent plus vite que d'autres. Et si elles se trouvent dans des eaux protégées et peu profondes, la chaîne peut durer longtemps. En revanche, si elles se trouvent dans des courants et si le temps a été mauvais, il faut les changer souvent. L'hélicoptère des phares et balises vient de se poser à l'avant du Pharos. En passerelle,
Alan, le capitaine, et Rob, le pilote, ont le nez sur la carte de la dépression en cours. Nous avons reçu un email ce matin de notre QG à Édimbourg. C'est là-bas que sont assemblées toutes les données concernant les phares et les balises de toute l'Écosse. Ils ont capté un signal comme quoi les batteries du phare de Skerryvore commencent à faiblir. Donc il y a un problème et il faut envoyer nos techniciens sur le phare avec notre hélico. Mais vous savez, c'est la météo qui décide de tout dans ce métier. C'est pour ça qu'on consulte les prévisions avant de sortir et d'envisager une mission. À peine sorti de l'abri naturel que forme un chapelet d'îles, le Pharos essuie un sérieux grain. En quelques minutes, la mer se forme, ce qui risque bien de compromettre la mission du jour. Pourtant, l'hélico décolle. Direction Skerryvore, un phare considéré comme l'un des plus beaux du monde d'un point de vue architectural, mais c'est aussi l'un des moins accessibles. Aux commandes de l'appareil, dans des rafales à plus de 80 km/h, Rob va tout tenter pour se poser. En vain. Skerryvore, c'est vraiment un phare difficile. Vous voyez la zone d'atterrissage? Elle se situe au niveau de la mer. C'est un endroit très exposé et quand on s'approche, il faut faire très attention aux grosses vagues qui déferlent de part et d'autre. Les fenêtres météo pour se poser sont vraiment limitées. C'est aussi une zone d'atterrissage qui n'est fréquentable que lorsque la marée est basse. Il va falloir attendre que la mer soit plus calme pour déposer les gars. Après 26 années de service au sein des phares et balises écossais, le capitaine Alan est donc toujours obligé d'improviser en cas de report d'une mission. Pendant ce temps, en Égypte, à bord du GeoChallenger, 45 membres d'équipage, une douzaine de nationalités différentes, se relaient jour et nuit. Nicolas, lui, fait partie des jeunes scientifiques du bord. Il est originaire de l'île d'Ouessant et passe 5 semaines à bord, et puis 5 semaines à la maison. En général, les gens, ils disent comme ça, tu gagnes plein de sous alors. Ça, le truc, c'est souvent direct le premier truc qu'ils me demandent, qu'ils me disent, c'est tu gagnes plein de sous. Autrement, après, ouais, le boulot, ils s'en foutent un peu. À Ouessant, il y a beaucoup de marins de commerce, de marines marchandes. Donc, c'est pas les questions qui se posent, c'est quoi ton boulot, et ils se posent pas trop. T'es marin. Mais moi, je suis pas marin, je suis scientifique. Parce qu'à Ouessant, il y a plein de gens qui pensent aussi, ouais, il est marin, mais il a pas fait d'école de marine, c'est pas normal et tout. Donc, ouais, je suis scientifique sur le bateau, et puis voilà, ça va très bien comme ça. Mais il arrive qu'à l'arrière, les pinceaux s'en mêlent, ou qu'un câble se casse. Il faut alors déterminer l'endroit où se trouve la faille dans l'interminable dispositif à la mer. La production s'arrête, l'ambiance soudain se tend.
qu'on traîne derrière, c'est quelques millions de dollars d'équipements qui sont à l'eau actuellement sur un dispositif qui fait plus d'1 kilomètre de large sur 6-7 km de long. Donc c'est comme un gros râteau qui traîne derrière, et tout ça, il y a des risques de prise, d'attrape avec des filets de pêche, avec tout objet flottant, avec des bateaux tout simplement, qui est notre premier risque et pour lequel on a autour de nous un support vessel comme celui que vous pouvez voir au fond. C'est des bateaux qui travaillent pour nous, qui tournent autour du bateau et dont le rôle est de faire la police en communication avec notre passerelle pour s'écarter de notre dispositif et éviter de venir couper les lignes qu'on traîne, nos streamers, donc les lignes dans lesquelles sont placés les hydrophones, donc de couper ces matériels. Chaque heure qui passe représente des millions de dollars. Et peut-être un contrat qui s'envole. Dans la salle de navigation, on se creuse la tête pour trouver une solution rapide. C'est bien mieux parfois de prendre 5 ou 10 minutes de réflexion pour envisager les problèmes. On en parle, tout le monde sait ce qui se passe, et au bout du compte, on y arrive plus vite avec moins d'erreurs et c'est bien plus sûr. Et je peux vous dire que la sécurité sur ce genre de bateau est très importante. Les équipements que l'on tire sont sous très forte tension, des tonnes et des tonnes. Alors si quelque chose se casse, on veut être sûr que personne ne se blesse. Nicolas Le Ouessantin vient de reprendre son poste sur le pont de travail. Il sait mieux que personne que le moindre faux geste ici ne pardonne pas. Il n'y a que des câbles en tension en fait ici. Il y a beaucoup de tension sur les paravanes des deux côtés. Tu peux facilement monter à 30 tonnes, 35 tonnes. Quand il y a un peu de vent, un peu de mer, tout peut être dangereux en fait. Si tu ne regardes pas bien, tu peux vite fait avoir quelqu'un à l'eau ou... Il y a déjà eu pas mal d'accidents quand même, hein. Donc sur d'autres bateaux, plus sur celui-là, pas des gros accidents. Tu peux essayer de couper un dos ou de casser quelque chose. Si tu regardes pas bien, Il ne faudra pas moins de 3 jours et 3 nuits pour remonter les interminables câbles. Il faut tout mettre à bord, vérifier, réparer, pour enfin remettre le dispositif et les canons à air comprimé à l'eau. « 72 heures d'effort avant de souffler un peu. Enfin, le capitaine et les patrons du bord retrouvent le sourire. Je suis sûr que nous n'avons pas trouvé la moitié des réserves pétrolières de la planète. Dans notre profession, on pense que l'avenir de nos bateaux sismiques est assuré. Ils sont même en train de construire des nouvelles unités comme jamais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous effectuons des tirs exploratoires dans les mêmes zones qu'il y a 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on a de bien meilleures données. Les pétroliers ont bien plus de chances de trouver quelque chose lorsqu'ils commencent à forer quelque part. On se rassure donc comme on peut sur l'avenir du métier. Et ce malgré la pénurie de pétrole annoncée et un baril qui flambe à New York. Grâce au Geo Challenger, premier maillon du business pétrolier, on cherche le pétrole de plus en plus profond à travers les couches sédimentaires. Tout cela, à l'avenir, aura un prix. Nous quittons les ingénieurs du Geo Challenger, très occupés à rattraper le temps perdu, car d'autres travaux nous attendent de l'autre côté de l'Atlantique. Nous sommes à quelques encablures de Manhattan, plus exactement dans le détroit de Long Island, où dans quelques heures, un chantier étonnant va commencer. À bord de la pilotine, nous retrouvons Patrick Barth, l'un des patrons et armateurs du Skagerrak. Le plus gros navire câblier du monde est enfin arrivé de Norvège. Le Skagerrak appartient à un groupe français leader sur la fabrication et la pose de câbles en tout genre. Aujourd'hui, on est à New York. Dans 3 mois, on sera en Abu Dhabi. Dans 1 an, on sera en Chine, sur toutes les mers du monde. Cette fois, l'équipage du Skagerrak a pour mission de remplacer les vieux câbles sous-marins
reliant la centrale électrique de Long Island à une petite ville du Connecticut. En tout, 19 km de liaison électrique enfouis sous la mer. Un détail, le câble devra franchir une petite île avant de toucher la terre ferme. En fait, à l'origine, le Skagerrak était une barge. Et cette barge a été modifiée il y a une trentaine d'années environ en y mettant un plateau tournant de 7000 tonnes et en la motorisant pour devenir un vrai bateau câblier. C'était pour la pose d'un des premiers câbles sous-marins posés en mer du Nord, dans le détroit de Skagerrak, d'où son nom. D'ici quelques heures, la pose des câbles va commencer. Dans les cales du Skagerrak, l'équipage se prépare. La première fois que j'ai vu ce bateau, c'était il y a 4 ans. Je n'avais jamais vu un navire de ce genre. Je l'ai trouvé très étrange et honnêtement, je ne l'ai pas trouvé très beau. Je me suis dit, est-ce qu'il est vraiment moche ou je me trompe? Mais finalement, on découvre que ce navire a une âme. Petit à petit, on s'y attache. Malgré tous ces couloirs et ces chemins bizarres qu'il faut emprunter, de l'instant où tu commences à le connaître, ce bateau, eh bien, tu l'aimes. Basée à Oslo, la capitale norvégienne, Nina est l'une des rares femmes à bord, mais elle participe à toutes les décisions concernant la pose des câbles sous-marins. Patrick Barth, lui, continue son inspection du navire. Les opérations qui viennent de commencer sont estimées à 80 millions d'euros. Avec des clients américains très pointilleux, l'équipage du Skagerrak n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Alors on est ici dans la cabine de pilotage du Cap-Jet. Le Cap-Jet, c'est ce robot qui est au fond de la mer. On le voit sur l'écran en haut à droite. Il est sur le câble actuellement et il est en train de creuser une tranchée de 2 mètres de profondeur au fond de laquelle va reposer le câble pour le protéger. Le Cap-Jet avance, il est piloté par les 2 opérateurs qui sont ici. Et le Skagerrak, lui, se positionne automatiquement en suivant le Cap-Jet grâce à un système de sondes qui sont positionnées sur le Cap-Jet et qui permet au Skagerrak de savoir en permanence où il est. Donc l'ensemble de la progression est relativement lente, mais elle est automatisée. Et ce sont en fait les 2 opérateurs qui sont là, faisant avancer le Cap-Jet, font progresser également le Skagerrak. Sous la surface de la mer, plusieurs engins lunaires. Ils naviguent à la recherche d'obstacles éventuels. Avec les graviers, la vase, la pollution et les casiers à homards présents dans le détroit de Long Island, les opérateurs du Skagerrak sont souvent obligés de remonter leurs étranges machines afin de les nettoyer. Pendant ce temps, en Écosse, Callum s'apprête à quitter le navire pour un phare situé sur une petite île célèbre pour ses distilleries de whisky. Aujourd'hui, on va se faire déposer à terre. On doit en fait transporter un appareil assez simple. C'est un engin qui capte l'humidité. Plus tard, un technicien viendra le brancher. Nous, notre boulot, c'est juste d'assurer le transport de cet appareil. L'hélico va nous l'amener au bout d'un filin, on le détache, on le pose dans le phare, et puis on se rentre. Regardez, ça c'est le phare où nous allons, le Rins of Islay. This is the keys for all the lighthouse in Scotland.
Cette clé est censée ouvrir tous les phares d'Écosse. On a une seule clé et les cadenas sont tous identiques. Enfin, on l'espère. Houston, je crois qu'on a un problème. Chaque phare est important, mais celui-ci est essentiel parce qu'il représente l'un des repères principaux pour tout le trafic maritime qui vient de l'océan Atlantique. Ce phare a été automatisé dans les années 80. Auparavant, il était entretenu par un gardien principal et 2 assistants qui vivaient dans les fermes juste en bas de chaque côté du phare. Ils vivaient ici avec leur famille et leur tâche première, c'était de garder la lentille du phare propre. La plupart des phares écossais ont été automatisés à la fin des années 80. Depuis, chaque phare est visité 1 à 2 fois par an par les marins du Pharos. Quand une panne est détectée ou lorsqu'un feu s'éteint, des ingénieurs et des électriciens sont dépêchés sur place le plus rapidement possible. Il y a 40 ans, nos bateaux étaient construits pour la relève des phares. À cette époque, il y avait encore des gardiens dans les phares. Ces bateaux avaient des lignes étroites et étaient très manœuvrables. Ils étaient parfaits lorsqu'il fallait déposer les gardiens sur les phares ou les ramener sur le bateau. Quand j'étais gamin, c'était tout à fait le genre de métier que je voulais faire. Ça avait l'air très intéressant, passionnant même, d'être sur ces petits bateaux de travail par des conditions météo souvent difficiles. Les gardiens de phare voulaient absolument rentrer chez eux, et ce, quel que soit le temps qu'il faisait. Cette fois, le Pharos poursuit sa route vers l'ouest. La nuit tombe. L'équipage est à la recherche d'un faisceau lumineux. Pour les navigateurs, une lumière blanche indique que la route est libre, qu'il n'y a pas de récif à l'horizon. En revanche, quand la lumière d'un phare passe au rouge, il y a danger. Les ordinateurs du bateau nous maintiennent en position immobile. En fait, nous attendons qu'il fasse assez sombre, histoire de vérifier que les secteurs lumineux de ce phare sont bien réglés. 3, 5, 5 et demi. 3, 5, 6 et demi. Feu rouge au 357 et demi. Quelque part, nous sommes les garants de la sécurité de tous les marins qui naviguent par ici. On a beau avoir des systèmes très sophistiqués de navigation sur les bateaux, si un jour il y a une défaillance, il faudra toujours sortir une carte marine et se fier aux éclats des feux en mer. Sans nos phares, les gens seraient complètement perdus. Il fait encore nuit noire sur la mer des Hébrides, alors que le soleil se lève sur l'Égypte. Depuis quelques mois, sur chaque navire sismique, comme le Geo Challenger, on peut croiser un membre d'équipage à part et souvent solitaire. Une sorte de vigie embauchée par les pétroliers eux-mêmes. Car les explosions sous-marines générées par ce type de navire ne sont pas sans danger pour la faune alentour. Et notamment les mammifères marins. Mon boulot, c'est de m'assurer qu'il n'y a pas de mammifères marins aux alentours lorsqu'ils commencent les tirs de canon sous-marins. Je dois faire en sorte de minimiser les conséquences néfastes de l'exploration sismique de cette zone. Si je détecte la présence d'un animal 30 minutes avant le début des explosions,
Je suis dans l'obligation de différer ces explosions pendant au moins 20 minutes, le temps que les mammifères quittent la zone. C'est seulement à cette occasion que je peux stopper la production. Et si je vois des tortues marines, là aussi je peux différer les tirs de canon pour donner un peu le temps aux tortues de se mettre à l'abri. Pour l'équipage de veille, c'est l'heure d'une ultime vérification en mer, histoire de constater que tout est finalement rentré dans l'ordre et que les tirs sous-marins peuvent reprendre. Grâce à une petite caméra sous-marine, les mécanos du Geo Challenger slaloment dangereusement entre les câbles immergés. Ils sont à la recherche d'un défaut. Mais rien à signaler aujourd'hui. Exceptionnellement, l'équipage aura le droit à son courrier. Mais il s'agit d'aller le récupérer sur l'un des 2 remorqueurs qui veillent à la sécurité et à l'approvisionnement du Geo Challenger. De l'instant où les pétroliers décident de forer un trou dans les fonds marins pour trouver du pétrole et du gaz, jusqu'au moment où vous pourrez faire le plein de votre véhicule, eh bien le prix de toutes ces opérations sera peut-être de 10 milliards de dollars. Au bout du compte, cela prendra près de 10 ans, et quand je dis 10 milliards de dollars, je ne pense pas me tromper. Depuis quelques heures, la croisière sismique a repris son cours normal. Les puissants ordinateurs du bord ont pris la relève des hommes. Du coup, la pression est un peu retombée sur le Geo Challenger. À quoi pensent-ils ces marins, ces ingénieurs? Sans doute à leur prochaine virée sur les Champs-Élysées grâce au pétrole égyptien. Sur la côte est des États-Unis, une opération plus délicate est en cours à bord du Skagerrak. Un deuxième câble sous-marin s'apprête à rejoindre la terre ferme. Nous avons sur ce pont 700 flotteurs qui vont nous servir à diriger le câble. Pour nous, c'est un vrai défi de placer ces flotteurs à la bonne vitesse. Parce que lorsque le câble se déroule, cela demande vraiment beaucoup de bras et d'énergie. On a besoin de beaucoup de monde sur le pont. Il faut absolument garder la cadence sans s'arrêter, en suivant la vitesse du câble. On a même une poignée d'Américains qui nous aident.
Vous pouvez voir qu'on est nombreux, que c'est un peu chaotique. Mais petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Tout va bien se passer. Les heures passent. Mètre par mètre, le dispositif prend la direction du rivage. Une partie de l'équipage du Skagerrak est sur le pont pour suivre les mouvements du câble. D'autres se trouvent au ras de l'eau et ils s'assurent que les flotteurs sont bien accrochés. À cet instant de la manœuvre, pas question que le câble coule. Plusieurs petites vedettes sont amarrées au câble pour contrer les courants de marée. Alors, si on parle des télécommunications, il y a des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres de câbles posés au fond de la mer. Par exemple, il y a 7 câbles transatlantiques, il y a plusieurs câbles qui relient l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, et donc tout ça, ça fait des milliers de kilomètres. Par contre, dans le monde de l'énergie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire pour transporter le courant électrique, les quantités sont beaucoup moins importantes, les câbles sont beaucoup plus volumineux, et aujourd'hui, autour de la Terre, il y a environ, si on totalise tout, 5000 km de câbles d'énergie posés au fond de la mer. Lentement, le long serpent noir file vers une petite île, déserte et tranquille, pour l'instant du moins. Il faut faire attention à ce qu'on va trouver au fond de la mer et faire attention à ce qu'un bidon qui repose là ou autre ne crée pas une pollution. Il y a une surveillance permanente des autorités qui sont à bord du Skagerrak pendant toute la pause et la protection, mais aussi des unités qui gravitent autour du Skagerrak, qui font des prélèvements de mer en permanence pour vérifier qu'il y a absence de pollution, etc. À bord du câblier, on s'apprête à souffler un peu. Le câble est en train d'arriver sur cette petite île, où les plongeurs l'attendent pour retirer les flotteurs. Ensuite, le câble va passer par-dessus cette île pour rejoindre la barge qui se trouve de l'autre côté. En ce qui nous concerne, on va encore dérouler 2,5 km de câble. Ensuite, c'est la barge qui va le tirer jusqu'au continent. Parce qu'en fait, de l'autre côté de l'île, ça n'est pas assez profond pour le Skagerrak. Une fois le câble sous-marin hissé sur l'île, il faut encore une dizaine d'heures pour rejoindre le continent, la terre ferme. Il fait très froid, il est tard, mais sur le rivage et à bord du Skagerrak, les équipages sont soulagés. D'ici 3 mois, le courant passera à nouveau entre Long Island et l'État du Connecticut. C'est vrai qu'à bord, les aménagements ne sont pas très modernes. Pourtant, les gens aiment travailler sur ce bateau. Sur 48 cabines, il n'y en a que 4 avec douche et toilette. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que les gens aiment les relations que nous avons à bord du Skagerrak. J'aime ce navire. Il ressemble un peu à une gentille vieille dame. Dans les 5 années à venir, on déroulera autant de câbles sous-marins au fond des océans que durant les 50 dernières années. Le capitaine norvégien Gudbjørn et sa vieille dame high-tech sont donc loin d'être à la retraite. En Écosse, 4 jours ont passé depuis la dernière tentative pour se poser en hélicoptère au pied du phare de Skerryvore. L'équipage du Pharos est un peu sur les dents car la tempête fait toujours rage.
Jusqu'ici, les batteries du phare ont tenu bon, mais ce matin, à Édimbourg, au quartier général des phares et balises écossais, les nouvelles sont mauvaises. On craint le pire, le phare ne doit pas s'éteindre. Les ordres sont clairs, il faut absolument tenter une sortie. Pourtant, à bord du navire, la radio des gardes-côtes annonce encore une dépression avec des vents de force 10. Le Pharos se met donc à l'abri dans une baie et l'hélicoptère décolle du pont avant. Rob, le pilote, va tenter l'impossible, déposer au pied du phare de Skerryvore 2 techniciens afin de réparer la panne. Il y a une trentaine d'années, par un jour assez calme, je crois, une grosse vague venue de l'Atlantique s'est fracassée contre les rochers. Elle est passée par-dessus les murs de la zone d'atterrissage et a fait basculer l'hélicoptère. Du coup, on a perdu cet hélico. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On ne peut pas couper les moteurs une fois posés. On laisse donc tourner les pales, les gars sortent, ferment les portes et tout cela le plus rapidement possible. Mission réussie, 2 ingénieurs des phares et balises vont passer sans doute plusieurs jours sur le phare pour réparer la panne. À bord du Pharos, tout l'équipage est soulagé. Alors mon ami, comment ça va? Salut mon pote. Alors, encore des patates au menu? Comment veux-tu que je perde du poids après tout ça? Quand on rentre chez soi, après tant de temps de vie à bord de ce bateau, eh bien, il faut se remettre dans le rythme de la maison, celui du quotidien de la famille. Il faut s'habituer à se faire un peu enguirlander par sa femme. On est un peu moins tranquille qu'ici, où finalement on se débrouille seul. Vous savez, quand on embarque sur le Pharos, on se sent un peu vivre comme un étudiant, dans une chambre de bonne. Good. You're working for me. You go ahead. You go right ahead. Après 2 semaines à sillonner l'archipel de la mer des Hébrides, le Pharos rentre exceptionnellement au port d'Oban. Callum, le maître d'équipage, s'apprête donc à rentrer chez lui pour la nuit. Ses moussaillons l'attendent de pied ferme. Sa femme aussi. Nous avons navigué plusieurs semaines à bord de ces unités impressionnantes. Des jours et des nuits à vivre au rythme des équipages qui, une fois embarqués, ne comptent plus leurs heures. Pour certains, c'est un privilège de travailler à bord de ces géants des mers. Pour d'autres, cette vie de marin est vécue souvent comme un sacrifice. Mais ils ont tous une seule fierté, celle de travailler sur les navires les plus grands, les plus puissants et les plus modernes du monde.